Arrête d'attendre. Commence à produire des résultats. Il suffit d'une action simple, répétée avec intention pendant 7 jours pour transformer radicalement la façon dont tu te perçois. Et quand ton image de toi change, le monde entier commence à te répondre autrement. Les stoïciens le savaient. Ils savaient que la discipline silencieuse a plus de pouvoir que 1000 promesses criées sous l'impulsion. Ils savaient que les vrais résultats ne naissent pas de ce qui se passe autour, mais de la force que tu cultives à l'intérieur, dans ton esprit, dans ton corps et dans les décisions que tu prends chaque jour. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 habitudes stoïciennes, 7 outils pratiques qui agissent comme un bouclier contre le découragement, contre l'auto-sabotage, contre tout ce qui tente de te ramener à ce qui ne te sert plus. Ce sont des gestes simples, mais assez puissants pour réorienter ta trajectoire, restaurer ton énergie et te remettre sur le bon chemin. Parce qu'être productif, ce n'est pas faire plus, c'est cesser de gaspiller ta force dans ce qui ne fait que te ralentir. Tu peux dire que tu n'as pas le temps, mais le temps n'a pas disparu, il a été volé par les addictions, les distractions, les excuses que tu répètes toujours dès que tu commences à évoluer et que tu t'arrêtes en chemin. Si cela a réveillé quelque chose en toi, transforme cette étincelle en décision. Écris dans les commentaires, à partir d'aujourd'hui, je produis des résultats. Parce que le vrai tournant ne commence pas lundi. Il commence quand tu as le courage de briser l'ancien cycle et que tu construis avec clarté et intention une vie qui t'emmène plus loin. 1. Chaque action que tu fais révèle ta force qui vit en silence. Avant toute conquête extérieure, il y a un corps qui se met en mouvement. Rester immobile n'est pas du repos. En réalité, c'est un abandon déguisé. Ton corps est fait pour marcher, s'étendre, se lever, pousser, surmonter des résistances physiques, pas pour vivre courbé devant un écran en attendant que la motivation tombe du ciel. Bouger, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est un choix conscient de ne pas accepter la stagnation. C'est dire avec ton corps, je suis encore là et je ne vais pas m'abandonner. Beaucoup pensent que les stoïciens n'étaient que des penseurs silencieux. Mais la vérité, c'est qu'ils étaient des hommes d'action, physique et mentale. Marc Aurèle, par exemple, n'était pas seulement empereur de Rome, il était aussi général. Il pratiquait la lutte, la boxe et même la chasse. Sénèque s'imposait des bains glacés, défiant son propre corps dans l'inconfort. Et Socrate, le grand philosophe, marchait des kilomètres en silence, entraînant non seulement son esprit mais aussi sa résistance physique. Il savait que le corps est l'instrument de l'âme. Et si cet instrument est faible, désaccordé ou inerte, aucun plan mental ne peut prendre de la force. Il existe une histoire puissante à propos de l'ancien président américain Theodore Roosevelt. Enfant, il était asthmatique, fragile, sans force. Son père l'a regardé droit dans les yeux et lui a dit « Tu as un esprit brillant, Théodore, mais tu dois renforcer ton corps. » Et ce garçon, à seulement 12 ans, a répondu « D'accord, je vais rendre mon corps fort. » Ce fut le début de la fameuse vie ardue et de la transformation d'un enfant malade en l'un des présidents les plus vigoureux de l'histoire. Sénèque écrivait aussi « Nous traitons le corps avec rigueur pour qu'il n'obéisse pas à la paresse de l'esprit. Car sans un corps solide, l'esprit cède plus facilement. Sans mouvement, tout se bloque, l'énergie, la discipline et même la clarté. Tu n'as pas besoin de devenir un athlète, mais tu dois bouger, parce que l'inertie physique engendre une stagnation émotionnelle. Et celui qui vainque la paresse dans le corps commence à se vaincre lui-même. L'exercice est un terrain d'entraînement de la constance. Quand tu choisis de te bouger même sans en avoir envie, tu développes le muscle le plus important de ta vie, la discipline. Les personnes physiquement disciplinées ont tendance à être plus concentrées, plus productives, plus résilientes, car elles apprennent à résister à la tentation de la zone de confort. Si tu gagnes contre la paresse à l'entraînement, tu gagnes contre la paresse dans la vie. Alors fais un engagement avec ton propre élan de croissance. Pendant 7 jours, bouge-toi. Chaque jour. Cela peut être une marche, un étirement, une danse ou quelques respirations conscientes entre tes tâches. L'important, ce n'est pas l'intensité, c'est l'engagement. C'est le message que tu t'envoies à toi-même en bougeant. Je ne suis pas spectateur de ma vie, je suis un participant actif. Car un corps immobile habitue l'esprit à l'inertie. Mais un corps en mouvement rallume l'énergie vitale. Tu n'as pas besoin de t'entraîner comme un athlète, ni de suivre une routine parfaite.
Ce qui transforme ton identité, c'est la répétition, la présence, la constance. Ces 7 jours ne sont pas une performance, ce sont un retour à la présence. C'est toi qui réapprends à prendre soin de ta base, non par vanité, mais par intégrité. À chaque fois que tu bouges, tu te dis intérieurement « Je refuse de vivre effacé. Je me lève, j'avance. » Et c'est ce geste, répété en silence, qui transforme ton corps d'un corps faible en un corps éveillé, un corps qui soutient, qui résiste, qui protège ta clarté mentale face au choc de la vie. Parce que quand tu bouges avec discipline, ton esprit commence à te faire confiance. Et c'est là que la transformation se produit. La fatigue devient énergie, l'apathie devient direction. Bouge-toi pendant 7 jours, même si le monde est à l'arrêt, même si la volonté flanche, même si personne ne te voit. Ton corps t'écoute toujours et il répond avec plus de concentration, plus de force, plus de vitalité. Si cette décision commence déjà à vibrer en toi, écris en commentaire « Je choisis d'être fort, corps et esprit ». Comprends-le bien, quand ton corps répond avec fermeté, ton esprit apprend à faire confiance et les résultats commencent à surgir, là où, auparavant, il n'y avait que du vide et de la fatigue. 2. Réveille-toi avant que ton esprit ne commence à te saboter. Les journées qui donnent des résultats ne commencent pas avec de grandes idées. Elles commencent avec de petites décisions. Et la première d'entre elles est simple, mais puissante. Se lever. Il ne s'agit pas d'héroïsme ni de productivité toxique. Il s'agit d'entraîner ton esprit dès le réveil à se rappeler qui est aux commandes. Quand tu appuies sur le bouton « snooze », ce que tu dis à toi-même, même sans t'en rendre compte, c'est « aujourd'hui, je reporte ». Aujourd'hui, je repousse. Aujourd'hui, je fuis. Et ce schéma s'infiltre dans ton comportement comme une fissure silencieuse. Dans l'entraînement que tu sautes, dans le projet que tu repousses, dans le message auquel tu ne réponds pas, dans ce « oui » qui devient un « peut-être ». Parce que si tu commences ta journée en cédant, toutes les décisions suivantes risquent de suivre le même rythme, celui de la fuite. Marc Aurèle le savait. Il écrivait pour lui-même, dans ses pensées pour moi-même. Quand le réveil sonne et que le désir de rester au lit est fort, rappelle-toi que tu es fait pour l'action, pas pour te cacher sous les couvertures. Cette phrase si simple est un rappel brutal. Tu n'as pas été créé pour t'enterrer chaque jour dans le confort, mais pour construire ta force dans l'action. Se lever tôt, ce n'est pas se réveiller à 5 heures du matin, c'est vaincre la première impulsion qui t'éloigne de ce qui compte. Tu peux te réveiller à 6, à 7, à 8, l'heure importe peu, c'est le geste qui compte. Le geste de se lever avant que ton esprit ne commence à négocier avec la paresse. Pense à cela. L'esprit est comme un avocat créatif. Il va argumenter, justifier, rationaliser chaque excuse jusqu'à ce que tu sois convaincu que le mieux est de rester. Mais la vérité, c'est qu'à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'arguments, tu as besoin d'action. Se lever, c'est comme appuyer sur le bouton interne de la discipline. C'est dire à ton corps, maintenant, c'est le moment. Même sans envie, même avec le sommeil encore présent, car c'est dans ce premier geste du jour que tu entraînes le muscle de la décision. Et celui qui commence avec intention construit de la constance. Imagine un athlète, un guerrier, un leader. Ils n'attendent pas d'être motivés pour agir, ils bougent, et la motivation vient ensuite. Toi aussi, tu peux être ce genre de personne, quelqu'un qui bâtit sa confiance, non pas avec des promesses, mais avec des actes. Alors demain, quand l'alarme sonnera, lève-toi. Ne pense pas trop, ne laisse pas de place au doute. Lève-toi avec la fermeté de celui qui sait que le monde extérieur ne répond qu'à ceux qui ont déjà commencé à bouger à l'intérieur. Et si cette conscience commence déjà à vibrer en toi, écris dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de commencer avec force ». Parce que la manière dont tu te réveilles détermine la manière dont tu avances. Et celui qui se lève avec fermeté termine sa journée avec direction. 3. Affronte aujourd'hui ce que tu repousses sans cesse. Sénèque disait que la plus grande tragédie de la vie, ce ne sont pas les erreurs commises, mais le temps gaspillé. La procrastination nous vole quelque chose qui ne revient jamais, le moment présent. Il est facile de dire « je le ferai demain », je m'en occupe plus tard. La semaine prochaine, je commence. Mais c'est là le mensonge le plus convaincant du monde. Il paraît inoffensif. Et c'est précisément pour cela qu'il est si dangereux.
Il agit comme une forme lente d'autosabotage. Remettre à plus tard, c'est comme accumuler des déchets émotionnels. Chaque tâche ignorée devient un poids, un bruit, et occupe un espace mental précieux, le même espace que tu pourrais utiliser pour créer, agir et construire. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Tu pourrais être bon aujourd'hui, mais tu choisis de l'être demain. » Et ce choix, le demain, se répète tellement qu'un jour se transforme en des années. Et la vie n'attend pas autant que tu l'imagines. Les stoïciens croyaient que la valeur d'une action réside dans le présent. Si quelque chose mérite d'être fait, cela doit être fait maintenant. Procrastiner est une forme d'arrogance. C'est croire, sans aucune garantie, que le temps sera encore disponible plus tard, que ton énergie restera la même, que les circonstances seront idéales à un moment rêvé qui, au fond, tu sais bien, n'arrivera jamais. Tu as déjà vu ce qu'il se passe dans une maison que personne ne nettoie pendant des semaines? La saleté s'accumule lentement, jusqu'à ce que l'environnement devienne invivable. Il en va de même dans l'esprit de celui qui reporte toujours ce qui compte. De petites décisions laissées de côté deviennent de grands blocages invisibles. Sénèque appelait cela le plus grand gaspillage de la vie. Chaque jour qui passe nous est arraché. Et lorsque nous remettons à plus tard, nous échangeons le présent qui est certain contre un futur incertain. Alors, si quelque chose te dérange, règle-le. Commence par une seule chose en suspens. S'il y a une conversation difficile que tu évites, aie-la. S'il y a une décision à prendre, prends-la. Si tu attends la motivation pour lancer un projet qui n'a jamais vu le jour, arrête d'attendre. Agis, même sans en avoir envie. Tu n'as pas besoin de tout résoudre en une seule fois, mais tu dois commencer. Choisis une seule chose que tu repousses depuis des jours, des semaines ou même des années. Et fais le premier pas aujourd'hui, que ce soit un email, un appel, un plan, un oui ou un non. Cette semaine, affronte une chose en suspens par jour. Pas par précipitation, mais pour la légèreté que procure la sortie du cycle mental du « plus tard ». Parce que chaque chose repoussée est comme une ancre qui retient le bateau de ta vie, même quand les voiles sont déjà prêtes. Comme l'a dit Ralph Waldo Emerson, « Fais ce que tu crains et la mort de la peur est certaine. N'attends pas l'inspiration, agis avec clarté. Le pouvoir réside dans le fait de commencer, le résultat vient au pas suivant. Et si tu es prêt à briser le cycle de la procrastination, écris ici dans les commentaires « Aujourd'hui, je fais ce qui doit être fait ». Cette décision répétée avec intention ne changera peut-être pas le monde en un jour, mais elle changera le cours de ton histoire, un acte à la fois. 4. Exprime tes émotions avec clarté. Il existe un lieu où ta confusion se transforme en clarté, où des pensées éparses prennent forme, où des sentiments mal compris commencent à s'aligner. Ce lieu, c'est le papier. Écrire n'est pas un luxe, c'est un acte d'hygiène mentale. C'est comme prendre une douche intérieure. Tu nettoies l'excès, tu réorganises le chaos, et tu donnes du sens à ce qui n'était qu'un bruit émotionnel. Beaucoup pensent qu'il faut avoir le journal parfait, le bon stylo, une belle écriture ou des phrases inspirantes. Mais le journal stoïcien n'est pas fait pour être montré, il est fait pour être ressenti. En réalité, le carnet importe peu, ce qui compte, c'est le geste. Ce qui compte, c'est de t'arrêter pendant 5 minutes et de sortir ce qui te bloquait à l'intérieur. Marc Aurèle faisait cela tous les jours. Il écrivait pour lui-même, pas pour impressionner, ni pour laisser un héritage, mais pour entraîner son esprit. Le livre Pensées pour moi-même était son journal intime, un dialogue sincère avec ses propres pensées, et il y écrivait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements. Comprends cela, et tu trouveras la force. » Et cette force naît quand tu cesses de penser seulement avec la tête, et que tu commences à écrire avec l'âme. Écrire, ce n'est pas juste consigner des idées, c'est organiser le chaos. La science le confirme. Quand tu écris ce que tu ressens, tu actives le cortex préfrontal, la zone du cerveau responsable de la prise de décision, de la concentration et de la régulation émotionnelle. Une étude a démontré que mettre ses émotions sur papier réduit l'intensité du stress et augmente la sensation de clarté et de contrôle sur sa propre vie. C'est comme si, en écrivant, tu nettoyais un miroir embué et que tu pouvais enfin te voir clairement. Pense à tes pensées comme à des feuilles emportées par le vent. Si tu ne les organises pas, elles se perdent. Si tu ne leur donnes pas de nom, elles deviennent du bruit. Mais quand tu écris, tu ramasses ces feuilles
et tu les transformes en pages. Des pages qui racontent ton évolution, qui préservent ta lucidité et qui tracent la route de ta croissance. James Clear, auteur du livre Atomic Habits, note chaque jour ce qu'il a lu, ce qu'il a appris, même combien de pompes il a faites, pas par vanité, mais pour se rappeler qui il est en train de devenir. Parce que celui qui écrit avec intention renforce son identité. Tu commences à voir des schémas, des erreurs qui se répètent, des émotions qui reviennent. Et tu développes peu à peu une plus grande maîtrise de toi-même. Tu n'as pas besoin d'écrire des pages. Tu peux commencer par une ligne, noter une idée qui t'a touché, une erreur que tu ne veux plus commettre, une peur que tu veux dépasser, ou simplement ce que tu as appris aujourd'hui. Ce qui compte, c'est que cette phrase soit la tienne, sincère, et écrite avec présence. Ce moment avec le papier est un miroir de l'âme. C'est là que tu cesses de fuir toi-même. C'est là que tu retrouves qui tu as été, que tu te reconnectes à qui tu es, et que tu sèmes les graines de ce que tu peux encore devenir. Pendant les 7 prochains jours, écris. Une ligne par jour, une pensée le matin, une réflexion le soir. Parce qu'écrire, c'est semer de la conscience, et tout changement durable naît de l'autoconscience. Si cette graine a déjà commencé à germer en toi, écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis d'écrire mon évolution. Et commence maintenant avec quelques mots, mais toute ta présence. Parce que lorsque tu écris ce que tu ressens, tu cesses de te perdre à l'intérieur et tu commences réellement à te transformer. 5. Nourris ton esprit chaque jour. Si tu n'es pas en train d'apprendre, tu es en train de stagner. Et la stagnation n'est pas du repos, c'est une régression déguisée en routine. Elle arrive lentement, sans prévenir, comme une petite fuite dans un bateau. Au début, elle semble inoffensive, jusqu'au moment où tu réalises que tu es en train de couler, dans la monotonie, l'apathie, cette sensation que les jours passent, mais que toi, tu ne bouges plus. Peut-être que tu as déjà ressenti cela. Comme si tu regardais ta propre vie de l'extérieur, en voyant les opportunités défiler, sans avoir la force de les saisir. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un manque de talent, c'est un signe clair que tu as cessé de grandir. Apprendre n'est pas un luxe, c'est une question de survie mentale. Et il ne s'agit pas seulement de livres ou de diplômes, mais de ta capacité à évoluer avec la vie, à te réinventer face aux défis. Pense à ton esprit comme à un muscle. Soit tu le défies chaque jour, soit il s'affaiblit et commence à répéter les mêmes schémas. Celui qui n'étudie pas ne grandit pas. Il tourne simplement en rond, comme une aiguille cassée jouant toujours la même note, jusqu'à ce que tout sonne pareil. Sénèque disait « Tant qu'on vit, il faut apprendre à vivre ». Et cela vaut pour tous les âges, toutes les étapes, tous les chemins. Car lorsque tu cesses d'apprendre, tu passes en pilote automatique. Tu réagis sans réfléchir, tu décides sans conscience, tu souffres sans comprendre pourquoi. Aujourd'hui, les neurosciences confirment ce que les stoïciens pratiquaient déjà. Une étude de l'université de Stanford a démontré que ceux qui continuent à apprendre développent ce qu'on appelle un état d'esprit de croissance. C'est-à-dire qu'ils croient qu'ils peuvent progresser avec de l'effort, même après un échec. Cette simple croyance réduit la peur de se tromper et augmente la volonté d'essayer à nouveau. Apprendre donc change ta façon de ressentir, de penser et d'agir. Mais pourquoi, malgré cela, tant de gens arrêtent d'apprendre? Parce qu'apprendre demande de l'effort et que le cerveau humain préfère la répétition au défi. Parce que nous vivons dans une ère de consommation passive où il est plus facile de faire défiler l'écran que de réfléchir. Et parce que le confort crée une addiction. Se limiter à ce que l'on sait déjà semble rassurant, mais à l'intérieur, cela ronge ton but, ralentit ton esprit et refroidit ta volonté. Imagine cela de manière concrète. Un entrepreneur qui arrête d'étudier le marché perd sa place. Un professionnel qui ne se met plus à jour devient remplaçable. Une relation où personne n'apprend à mieux communiquer devient une cohabitation mécanique. Et une personne qui cesse de se remettre en question commence à vivre une vie qui n'est même plus la sienne. Elle est juste là, par habitude. Mais rien ne fleurit dans l'habitude. Cela survit seulement. C'est pourquoi tu dois t'engager dans le mouvement. Tu n'as pas besoin de suivre une formation coûteuse, ni de changer de carrière aujourd'hui. Commence petit. Lis 10 pages d'un livre qui t'inspire. Regarde un cours qui remet en question ta vision du monde. Apprends quelque chose de nouveau avec quelqu'un de plus jeune,
ou de plus âgé. Et surtout, remets en question tes propres vérités. Demande-toi, et s'il y avait une meilleure façon de penser cela? Cette question ouvre des chemins, cette question désarme les croyances, et cette question, posée avec courage, te remet sur la route de la croissance. Car ce qui te bloque bien souvent, ce n'est pas le manque d'opportunités, c'est le manque de mouvement intérieur, et ce mouvement ne commence que lorsque tu décides de ne plus accepter de vivre à l'arrêt. Comme l'a dit Alvin Toffler, l'analphabète du XXIe siècle ne sera pas celui qui ne sait pas lire, mais celui qui ne sait pas apprendre, désapprendre et réapprendre. La connaissance est là, mais personne ne peut apprendre à ta place. Apprendre est un pacte avec ton avenir, et si tu veux un avenir différent, tu dois apprendre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu vas apprendre cette semaine? Écris dans les commentaires. Aujourd'hui, je choisis de grandir. Parce que celui qui choisit de grandir chaque jour construit une vie où les résultats deviennent des conséquences et non plus des hasards. 6. Ton repos est tout aussi important que ta discipline. Tu veux te lever tôt, mais tu n'arrives pas à sortir du lit. Tu veux avoir de l'énergie et de la concentration, mais tu es constamment fatigué. Tu veux des résultats, mais tu continues d'ignorer ce qu'il y a de plus basique. Ton corps a besoin de repos. Le problème ne se trouve pas seulement dans les matins difficiles, mais dans la façon dont tu termines ta journée. Tu exiges de la performance d'un esprit épuisé. Tu veux de la clarté émotionnelle alors que ta biologie est en train de s'effondrer. Mais il n'y a aucun miracle qui remplace le sommeil, parce que le sommeil n'est pas une pause, c'est le centre de ton réalignement mental. Pendant la nuit, ton cerveau organise tes souvenirs, régule tes hormones, ajuste ton humeur et renforce ta capacité à prendre des décisions. C'est comme un centre de commande, en pleine maintenance pendant que tu te reposes. Mais lorsque tu négliges ce processus, c'est comme oublier de recharger la batterie, puis reprocher au téléphone de s'éteindre. Tu demandes à ton esprit d'être présent, mais tu vis en mode économie d'énergie. Sénèque mettait déjà en garde contre cela, des siècles avant que la science ne le confirme. Les hommes craignent la mort, mais ils s'enterrent eux-mêmes petit à petit, dans des nuits sans sommeil, des distractions inutiles et un travail sans sens. Et c'est exactement ça. Chaque nuit mal dormie, c'est une part de toi qui s'éteint. Tu perds de l'énergie, oui, mais tu perds aussi de la lucidité, de la clarté et ton pouvoir de choisir. Bien dormir, ce n'est pas seulement une question de santé, c'est une stratégie. C'est respecter ton corps comme l'instrument de ton évolution. Sénèque recommandait des marches silencieuses au coucher du soleil, des contemplations profondes et l'habitude d'apprendre à l'esprit à s'apaiser, car il savait qu'aucune âme agitée ne trouve la paix, ni en dormant, ni en vivant. Marc Aurèle faisait de même. Avant de dormir, il écrivait à la lueur de la lampe à huile, il revisitait ses actions, ses erreurs, ses décisions. C'était un rituel simple mais puissant, parce qu'il terminait la journée avec conscience, et non dans la précipitation. Tu n'as pas besoin d'applications coûteuses ni de matelas intelligents, tu as besoin d'intention. Crée ton propre rituel. Éteins les écrans 1 heure avant, lis quelque chose qui élève ton esprit, fais une prière, écris une phrase dans ton journal, respire, remercie. Ferme les yeux avec légèreté, pas avec anxiété. Parce que bien dormir, ce n'est pas de la paresse, c'est de la préparation. C'est toi qui dis « Je me respecte trop pour me saboter sur ce détail fondamental ». Et si cette décision est en train de naître en toi, écris en commentaire « Ce soir, je dors comme quelqu'un qui veut bien vivre ». Parce que chaque matin puissant commence par une nuit bien terminée, et chaque résultat solide naît du choix silencieux de se reposer avec dignité. 7. Commence à prendre le contrôle de ta routine. Pour les stoïciens, le contrôle n'était pas de la rigidité, c'était de la sagesse en action. C'était savoir comment gérer ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on désire. Et ce contrôle va bien au-delà des tableaux Excel, des heures chronométrées ou du temps passé sur les réseaux sociaux. Il s'agit de tempérance, la capacité d'utiliser ta force intérieure pour évoluer au lieu de te saboter. La forme de contrôle la plus ignorée, c'est l'insatisfaction. Se plaindre peut sembler un soulagement, mais bien souvent, ce n'est qu'une addiction émotionnelle déguisée en sincérité. Plus tu te plains, plus tu renforces l'idée que tu es impuissant. Mais chaque fois que tu agis malgré l'inconfort, tu récupères ton pouvoir.
Ceux qui se plaignent ne cherchent pas toujours une solution. Parfois, ils cherchent juste une excuse pour rester immobiles. Pense à cela. Tu es en pleine mer, sur un bateau troué. Tu peux passer la journée à blâmer le trou, le vent ou celui qui a construit le bateau. Ou tu peux attraper un seau et commencer à écoper, même sans savoir si tu atteindras la terre ferme. La plupart choisissent de se plaindre et coulent. Ceux qui choisissent d'agir se renforcent. La deuxième forme de contrôle est invisible mais dévastatrice, le contrôle des attentes. Tu dis « je ne m'attendais pas à ça », comme si le monde devait être prévisible. Marc Aurèle écrivait « tout ce qui arrive était attendu par celui qui a compris la nature de la vie ». Autrement dit, si tu attends une stabilité constante, tu crées un piège émotionnel. Tu espérais que l'autre serait plus gentil, que la journée serait légère, que le plan fonctionnerait du premier coup. Et quand la réalité ne suit pas le scénario que tu avais écrit, tu te frustres. Mais la réalité n'a jamais été faite pour satisfaire des désirs. Elle existe pour être affrontée avec lucidité. Celui qui a du contrôle espère le meilleur, mais se prépare avec courage au pire. Un autre type de contrôle se trouve dans la bouche, ou plutôt dans ce que tu choisis d'en faire sortir. Parler sans réfléchir est l'une des formes les plus dangereuses d'auto-sabotage. Épictète disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. » Se défouler peut soulager, mais peut aussi empoisonner. Toutes les pensées ne méritent pas de devenir paroles. Et que dire du contrôle des impulsions? Ce moment soudain où tu veux tout abandonner, cette réponse acide que tu t'apprêtes à lancer, cette envie pressante de prouver que tu as raison. L'impulsion est le saboteur de tes résultats. La tempérance, c'est respirer avant de réagir. C'est comprendre que le contrôle n'est pas une faiblesse émotionnelle, mais une force stratégique. Il existe encore un contrôle plus silencieux que tous les autres, celui de la narration intérieure. Tu peux dire « je suis comme ça » ou bien « je suis en train d'apprendre à être différent ». Ce choix change tout, parce que ce que tu répètes devient ton identité, et une identité répétée devient un destin, même inconsciemment. Mais attention, vivre dans le contrôle ne veut pas dire vivre figé. Ce n'est pas réprimer ses émotions, faire semblant que rien ne t'atteint, ou refuser tout plaisir. C'est savoir choisir en pleine conscience, c'est céder quand tu le veux, et non parce que tu es incapable de résister. C'est comprendre que tout n'est pas sous ton commandement, mais ta réponse, elle, l'est. Et cela change tout. Dans les 7 prochains jours, pratique une nouvelle forme de contrôle. Remplace le cri par le silence, la plainte par l'action, l'impulsion par une pause consciente. C'est ça le vrai pouvoir de la tempérance. Une force calme mais ferme, capable de réorganiser le chaos intérieur. Si cette force commence déjà à s'éveiller en toi, écris en commentaire. Aujourd'hui, je choisis de vivre avec contrôle. Parce que ce n'est pas ce qui arrive à l'extérieur qui détermine tes résultats, c'est ce que tu fais avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Et la vérité, c'est que tu peux commencer maintenant. Apporter ce changement à ta routine, te pardonner pour ce que tu n'as pas su faire hier, et comprendre que tes erreurs ne te définissent pas, elles faisaient simplement partie du chemin qui t'a mené jusqu'ici. Peut-être que, pendant cette vidéo, tu as pensé « Je sais que j'ai besoin de ça, mais est-ce que j'y arriverai ?» C'est cette question qui sépare ceux qui souhaitent de ceux qui changent vraiment. Parce que ce qui transforme ta vie, ce n'est pas savoir quoi faire. C'est le faire, même quand tu ne te sens pas encore prêt, même avec peur, même avec doute. Tu es plus fort que tu ne le penses. Les stoïciens le savaient. Notre plus grand pouvoir, c'est la capacité de changer ce que nous pensons, comment nous réagissons et ce que nous choisissons. Marc Aurèle, à la tête du plus grand empire du monde, entraînait son esprit grâce à la philosophie stoïcienne. Sénèque, malgré sa richesse, pratiquait l'inconfort volontaire pour préserver sa liberté intérieure. Épictète, sans aucune possession matérielle, nous rappelait que le vrai pouvoir est de vivre avec intention et non par impulsion. Ces habitudes stoïciennes ne sont pas des tâches à cocher pour avoir l'air plus productif. Ce sont des chemins pour retrouver la direction, restaurer ta force et redonner du sens à ta vie. Tu n'as pas besoin de tout changer d'un coup, mais tu dois décider quelle vie a encore du sens et laquelle est déjà prête à être laissée derrière. Parce que les résultats commencent quand tu crois en toi et que tu agis avec clarté. Choisis une habitude et commence aujourd'hui. Une seule action maintenant peut t'emmener bien plus loin que tu ne l'imagines.
Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, laisse un like, abonne-toi à la chaîne et partage avec quelqu'un qui a aussi besoin de retrouver son rythme. Merci de ton écoute.